je pense qu'il y a plusieurs types de restaurants. Tu peux avoir des émotions parce que tu vas avoir des super verres, des super couverts. Waouh! Tu vas avoir un cadre magnifique. Waouh! Moi, ce que je veux, créer l'émotion, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio René Mathieu, que vous connaissez peut-être. Je l'ai invité parce que c'est un des meilleurs ambassadeurs du Luxembourg. Il a la visite régulière de chaînes de télé comme Arte, ARD. La presse se précipite ici. Ça fait des millions de vues à la télévision et sur Internet. Donc déjà, sois le bienvenu. Bonjour Jérôme, merci de ton accueil. C'est un plaisir. Le contexte est également favorable à une interview puisque tu viens de déménager de Bourg-Ginster, on va y revenir, où tu as obtenu ton étoile Michelin, et tu t'es mis à Zénigeberge, au restaurant Fields. Mais peut-être pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rappeler ton histoire en quelques mots? Bah, mon histoire, je suis belge, hein, d'origine belge. Donc, j'ai commencé en Belgique avec mon premier restaurant. D'abord, j'ai commencé un apprentissage et qui n'était pas nécessairement destiné dans la cuisine. Mhm, On m'a toujours dit que j'étais meilleur en salle qu'en cuisine. mhm, Donc, peut-être que ça fait du bien aussi, ça permet aussi de se booster aussi. bien sûr. Et ensuite, j'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 20 ans. On est resté 3 ans dans cet endroit, c'était tout près de Marchand-Famenne. Et ensuite, on a investi, on a fait un autre investissement, donc où on est resté 20 ans. Oui, j'ai eu ma première étoile. Même endroit? Non, c'était un peu plus loin, ça s'appelait le Capucin Gourmand. C'était un restaurant qui avait existé par le passé, mais qui était à l'abandon. Ok. On a retapé ça de nos propres mains, etc. Comme tous les jeunes font aujourd'hui, hein. Ouais. Donc, et après ça, ben, on est resté une vingtaine d'années. Et ensuite, je suis arrivé ici à Luxembourg vers fin 2002-2003, je crois. Et pour un employeur assez intéressant, J'ai travaillé pour le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, donc j'étais chef de cuisine pour eux. donc à Bourg-Mester, au Colmar-Berg. Colmar qui est ici au Palais, donc pour les visites d'État, etc. Mais privé là-bas. Donc ça a dû te rappeler des choses, c'est juste à côté. Ben, bien sûr que ça me rappelle des choses et ça me rappelle que des bons souvenirs, quoi. Moi, j'ai gardé un excellent souvenir de ce passage. Dans ma carrière, c'est quand même quelque chose qui était unique. Bien sûr. Ce sera toujours quelque chose qui est gravé en moi parce qu'ils ont été d'une gentillesse aussi. Bon. Et comment tu passes après, du coup, à la distillerie? Comment... Bah, le fait de le palais, c'était très bien. Mhm, Mais le problème, c'est que, voilà, on faisait ce qu'on nous demandait. mhm. Moi, ce n'était pas dans ma force de ma nature. Moi, j'ai envie de m'exprimer. Moi, si j'ai fait ce métier, je me suis exprimé pour eux, bien sûr. Mais voilà, j'avais envie de retourner, en fait, dans la restauration. Mhm. Et là, c'est Selim Shields qui m'a appelé un jour, en me disant, voilà, à Bourgnister, il venait de reprendre, lui, il venait de reprendre les restaurants. Mhm. Et il cherchait un chef. Donc, je suis allé faire l'entretien. Et puis, de fil en aiguille, on a pas mal discuté. Bon, au départ, c'était pas tout à fait ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'était un challenge. Mhm. Surtout quand il m'a dit, moi, je veux que le château, ce soit la référence au Luxembourg. C'est ça, parce qu'à l'époque, c'était surtout connu pour les visites d'État. Bah, il y avait les restaurants, c'était fondue bourguignonne, c'était plus des plats de brasserie, C'est etc. ça. Donc, il a fallu vraiment faire un grand changement. Des travaux aussi ont été faits pour avoir une cuisine adaptée à ça. Donc, moi, je lui ai toujours dit, OK, donc ça on se situe 2006, 2007, juste après le passage chez la famille Grand-Ducal. Je lui avais dit, moi, j'ai besoin de 5 ans. D'accord. Et en 2010, on a été élu chef de l'année par le Goemio. Mhm. Et 2012, on avait récupéré une étoile Michelin. C'est ça. Et alors, il faut savoir, on va en reparler, que Selim est à la fois propriétaire à Bourgnister Euh, et aussi à l'endroit où bien, se trouve le nouveau restaurant Fields. Donc, c'est un fil conducteur. Mais restons un petit peu sur l'histoire. Au début, la distillerie, donc tu faisais à manger un peu de tout. À quel moment tu fais ce virage vers le végétal? Avec le végétal, ça, juste après le Covid. C'est ça, donc c'est plus récemment. Jusque-là, tu étais un peu. Non, parce qu'on avait déjà amorcé le côté végétal, ça fait au moins 10 ans. Il y avait déjà une dizaine d'années on avait déjà un menu 100% végétal. C'est ça. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'avancer en disant, tiens, on en fait 100% végétal. Puis il y a eu le fameux Covid. Moi, j'ai dit, je ne veux plus refaire que ce qu'on faisait avant. J'ai envie de changer, j'ai envie de casser ce système de restauration et de faire ma propre cuisine, ma propre identité, de créer ma propre identité. Mais je l'avais déjà un peu. Et là, c'était vraiment de dire, voilà, maintenant, tu t'engages dans un autre registre, le végétal. Pourquoi? Évidemment, quand on arrive là et qu'on commence en disant, bah, notre restaurant est 100% végétal, c'était pas couillu, quoi. C'est risqué quand même parce que tu risques beaucoup de choses, hein. C'est une équipe,
Mais j'étais sûr, presque certain, sûr de moi, j'ai toujours dit que le végétal, ce serait le futur. Et je me souviens, parce que j'étais aux premières loges, pendant le Covid, j'ai commandé avec ma femme La boîte. la boîte avec toutes les petites boîtes. Ouais, On ouvrait les petites boîtes, c'était un peu comme un calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que j'imagine maintenant rétrospectivement qu'en fait, tu t'éclatais là. mais bien sûr, mais de toute façon, on avait un manque puisqu'il y avait eu cette fermeture pendant quelques mois. On n'avait qu'une soif, c'était de commencer à travailler et de partir sur le 100% végétal. C'est ça. C'est-à-dire que déjà, avant le Covid, on était à 80% que les gens venaient pour nous, pour le menu végétal. Donc, il restait une vingtaine de pourcents où les gens voulaient quand même leur viande, leur poisson. Et on se remarquait aussi que c'est normal, les gens ne changeaient pas leurs habitudes. Donc, ils revenaient toujours par sécurité de ce qu'ils connaissaient. 80%, c'était quand même un vrai Oui, plaisir. c'était déjà vraiment oui, oui, c'est bien sûr. Mais voilà, je n'étais pas encore convaincu. Et pour dire, voilà, moi, je veux vraiment changer le monde, on va faire 100%. Et là, ça a été la folie. Parce qu'on a été justement tout de suite élu meilleur restaurant végétal du monde. Et là, ça a explosé. Et là, la presse se précipite. Ah, bah, était là la machine. On retrouve un peu ça nous rappelle, on a juste en bas les Alenster, le Bocuse d'Or. Donc voilà, exactement. Ça draine du monde. Et non seulement ça, j'ai été à nouveau deuxième fois l'année. Absolument. Donc 2 années de suite. Et ça, c'est le guide qui fait ça. Donc 2 années de suite, on a été le meilleur restaurant végétal du monde. Et maintenant, on est passé dans une autre catégorie, intouchable. Donc on est 3 sur la planète à être intouchable. Donc il y a un chef hollandais, un chef espagnol et moi. Intouchable. Et tu me disais à l'instant que quelqu'un revenait de New York où le chef du Eleven Madison te connaît, alors que tu ne l'as jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, mais il ne m'a jamais vu non plus. C'est incroyable, c'est les meilleurs restaurants du monde. Oui, oui, mais c'est certain, c'est qu'il a entendu parler de nous. Et ça, c'est certain qu'hors frontières, aujourd'hui, maintenant, on a mis une étiquette sur nous. On oublie que c'est une petite communauté. Il y a évidemment le réseau Michelin, le réseau San Pellegrino avec les awards. Bien sûr. L'épicentre un peu San Sébastien, mais ça reste une petite communauté où les infos circulent très très bien. Et même chose du côté des gastronomes. Je pense que Luxembourg est l'idéal pour ça, parce que c'est petit. Donc il peut avoir une grosse résonance. On peut faire bouger les choses ici, parce qu'on ne risque pas grand-chose. Ce n'est pas comme quand vous avez des populations de 70 millions d'habitants. Évidemment, il est plus difficile de faire changer les choses. Ah, tu touches sur un sujet qui m'est très cher. Hein. Moi, j'appelle ça le complexe luxembourgeois. Ouais. On sait qu'il y a un background extrêmement rural. Hein. Dans les années 70, on était soit un peu dans la sidérurgie, mais majoritairement tous des agriculteurs. Et on sait que les Luxembourgeois, encore aujourd'hui, ont du mal à adorer leurs héros. Je peux t'en donner beaucoup, que ce soit les Schleck, que ce soit évidemment Léa Linster, qui est connu. Quand j'ai vu Paul Bocuse, il m'a parlé de Léa Linster. Quand j'ai su Anne Adria, il m'a parlé de Léa Linster. Et le Luxembourgeois a tendance un peu à critiquer ses idoles. Est-ce que tu as la même expérience? Non, ça change. Je pense que le problème, c'est qu'il faut rester humble. Et je pense qu'il faut toujours rester en dessous des gens. Et ne jamais montrer qui on est, en fait. C'est une bonne recette à Luxembourg de rester un peu, quand tu l'as dit, en dessous, c'est pas mal. Mon papa disait toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est vrai. Après, il y a tout ce qui est médiatique, on peut pas échapper. C'est normal. Mais je pense pas, moi je n'ai pas… oui, pas le français. Non, plat française, extravagant. Ah non, pas du tout, parce que je suis plutôt… voilà. Et justement, quand tu parles du monde rural, je suis souvent en contact avec le monde rural. Bien sûr. Et beaucoup de cultivateurs, même d'agriculteurs, savent ce que je fais pour… donc, toujours mettre en avant leur terroir, leur territoire, etc. Donc, je ne le fais pas spécialement pour moi, je le fais parce que je vis dans ce pays. J'ai envie de le faire pour le pays. Et notre cuisine, elle est pratiquement, tous les produits viennent pratiquement d'ici. On est à entre 80 et 90% des produits locaux. Donc, ça aussi, pour le monde agricole, c'est important de savoir. Moi, je prends toujours encore un qui est devenu un ami, c'est Gilles Biver à Bettembourg, qui fait du quinoa, maintenant qui veut se lancer dans le pois chiche, etc. Donc, je pense qu'on a besoin de soutenir cette agriculture. Surtout c'est un jeune luxembourgeois qui a envie de faire autre chose. Donc, je pense que le luxembourgeois est en train de bouger, de changer. Pas tous, mais certains. C'est sûr que le pays se développe et je pense qu'on doit être fier de ses racines agricoles. D'ailleurs, on les a tous en commun. Il n'y a personne qui a une famille de plus de 200 ans qui n'était pas agriculteur. Donc, effectivement, je pense que c'est une richesse luxembourgeoise. Mais c'est vrai qu'à la vitesse à laquelle le pays se transforme, j'espère que tu as un bon équilibre entre les visiteurs luxembourgeois et internationaux. Oui. Je pense que c'est important que notre culture évolue et qu'on apprenne à apprécier nos champions locaux parce qu'on en a beaucoup. Ce qui est amusant avec le côté végétal, c'est que quand le client vient chez toi, c'est qu'il
il doit absolument sortir de sa zone de confort. Il sait qu'il ne va pas avoir ce qu'il a envie d'avoir, puisque le menu est imposé, donc il doit juste se laisser faire. Et en plus, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain, bon, il y a plein de choses comme ça. Hein. Il n'y a pas de gluten. C'est surtout aussi la cuisine, avec le côté végétal, on peut la transformer aussi en médicament pratiquement. Ah, et c'est vrai qu'on dit toujours que fais de ta nourriture ton médicament et fais que ton médicament soit ta nourriture. C'est pas de moi, hein, c'était il y a 300 ans d'ici. Je ne connais plus le nom de la personne qui avait dit ça, mais voilà. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir ces contacts. Et puis moi, je viens aussi d'un monde rural, donc ça aide aussi. J'ai jamais, voilà, toi, j'habitais la Belgique, c'était pas très très loin du Luxembourg. On n'a pas beaucoup de choses qui sont différentes. Hein, bien sûr, bien sûr. Alors, parlons peut-être du contexte. J'imagine qu'après tant d'années avec la pression de l'étoile à Bourg-Leinster, ce changement de contexte, maintenant tu es juste à côté de l'aéroport, à Fields. J'imagine que ça te donne aussi un nouvel élan. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ça a changé beaucoup. Pourquoi aussi ce départ? C'était simplement qu'on devenait un petit peu à l'étroit, puis je trouvais que voilà, on a fait un peu le tour. Et 8 tables à la distillerie? C'était 8 tables à la distillerie. Donc ça posait aussi un problème de réservation, donc il fallait attendre très 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 longtemps. C'est vrai. Donc ça c'est dommage parce que voilà, il y avait des gens qui voulaient venir et généralement on n'est pas prêt de réserver 1 an à l'avance pour prendre une table. C'est logique et à un moment donné c'était ça quoi. Donc ça devenait difficile. Donc c'est pas seulement pour ça, il y avait aussi l'évolution de la cuisine. Je pense qu'on n'était pas, il manquait quelque chose pour pouvoir continuer ce qu'on avait commencé, c'est-à-dire l'espace. Hein, donc déjà l'espace, on n'avait plus assez d'espace pour pouvoir continuer et de dire tiens on va faire ceci, on va faire ça. Là ben, on a trouvé un endroit qui est assez unique, hein, qui est au niveau fonctionnel c'est juste magique, hein, parce que tout chef je pense rêverait d'avoir ce genre d'établissement, dans le sens où tout est bien carré. Tout a été conçu, tout a été fait, c'est ça. Tout a été refait aussi dans les formes de la durabilité. Ce château qui a 500 ans. Non, mais c'était quand même l'ancien pavillon de chasse du Grand-Duc. Hein, donc, tout à fait. Et je pense que voilà, il y a une côté de modernité, il y a une côté zentitude qui est dans ce bâtiment. Il y a une superbe énergie. C'est peut-être les avions à côté qui donnent cette énergie, j'en sais rien. Hein. C'est possible. Mais là, bon, après, je trouve que franchement, la transformation a été super bien faite. Et je pense que c'était un rêve, vu que Selim, c'était mon patron à Bourg-Leinster et un ami de longue date, puisque c'est le parrain de ma fille aussi. Donc c'est un changement dans la continuité, un peu un nouvel élan. Et puis voilà, eux, ils avaient, au départ, quand ils ont créé Airfield, c'était le fait de vouloir plutôt faire un bistrot, plutôt sur la viande, etc. Même quand on remonte ça il y a 6 ou 7 ans. Et moi, je n'étais pas du tout dans cette... Ah, ça c'est sûr. Donc je lui avais dit, pour moi, je vois le végétal comme le futur. Alors aujourd'hui, c'est assez amusant que 5 ou 6 ans après, ce futur, il est là. Et de plus en plus. Eux, ils étaient sur le pavillon de chasse, toi, tu es parti sur la cueillette. Voilà. Et voilà, donc ça a permis d'avoir... Mais voilà, je suis vraiment heureux de pouvoir... Et là, on est au début, ça fait 2 mois. Donc on a encore des marques à trouver, on a encore un roulement à s'habituer, etc. Déjà on ne devrait déjà pas, hein, c'est déjà top. Mais je dis, voilà, je pense qu'il y a encore... On a une marge de progression énorme dans cet établissement. Alors, j'ai la chance de venir dans pas longtemps avec des amis. À quoi les gens doivent s'attendre quand ils réservent une table chez Fields? À rien. Ils viennent à quelle heure? 19h. 19h pile. 19h pile, c'est très bien. On vient à l'heure. On vient à l'heure. Déjà, tout de suite, ils sont déjà pris en charge. Ils ont tout de suite une eau d'accueil. Ils ont déjà des petites choses à grignoter pour vraiment leur faire passer l'envie du pain, hein, du pain à table, etc. Donc, et puis après, commence le service. On va toujours près d'eux pour voir les boissons qu'ils vont prendre. Également, s'il n'y a pas des allergènes, des allergies, parce que voilà, déjà, on enlève déjà chez nous, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lactose, etc. Mais il y a d'autres allergies, donc on doit toujours faire attention, les fruits à coque, etc. Donc on demande toujours aux clients, malgré qu'ils doivent le prévenir avant aussi, parce que, mais voilà, on ne sait jamais. Généralement, si on vient à 6 personnes, on ne contacte pas les gens nécessairement pour leur dire, si on invite des gens, tiens, tu es allergique à ça. Donc, tout à fait. Ça, c'est une chose qui est très importante avant de commencer, parce que s'il y a allergie, qu'on puisse faire face, quoi. Bien sûr. Et puis voilà, commence. C'est un balai qui va. C'est un balai qui va s'enchaîner où moi je vais venir expliquer chaque plat avec les produits bruts. Donc les produits sont bruts, on va expliquer l'histoire,
pourquoi ce produit-là, etc. Des choses que les gens ne savent plus, ont oublié Mhm. ou n'ont jamais vu, parce que quand on prend la génération des jeunes, etc., c'est des produits qu'ils n'ont jamais vus, surtout sur l'hiver, avec les racines, etc. Il y a tellement de multitudes de racines qui sont comestibles qu'on ne pense pas. Tout à fait. Et le deuxième lieu, c'est de créer aussi, voilà, de donner aux clients des émotions. Mhm. Ces émotions, voilà, elles peuvent être. Tu vois, moi, je pense qu'il y a plusieurs types de restaurants. Tu peux avoir des émotions parce que tu vas avoir des super verres, des super couverts. Waouh! Tu vas avoir un cadre magnifique. Waouh! Moi, ce que je veux, créer l'émotion, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Et c'est la chose principale. Le goût, le bout, la couleur, les couleurs, là. Et provenance, expliquer, essayer d'expliquer parce que c'est vrai que, voilà, si on n'explique pas toutes ces choses, je pense que le client, il va jamais comprendre. Oui, je compare souvent ça à une galerie d'art. On peut aller dans une galerie d'art, regarder des tableaux. Théâtre, en fait. Mais si on n'a pas l'artiste qui nous explique, on capte 10% seulement de ce que l'artiste a voulu exprimer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai voulu vraiment exprimer ça à travers ce balai, parce que c'est un véritable balai, hein, donc on vient chaque fois avec des chariots, avec chaque fois les légumes. Tous les produits qui sont intégrés dans le plat sont visibles bruts. Génial. Et combien de tables tu as dans ces nouvelles… On a 10 tables, plus une table où on peut mettre 6 ou 8 personnes qui a une vue sur la cuisine. Bon, Pierre, la question que tout le monde va se poser, la liste d'attente aujourd'hui? La liste d'attente est beaucoup moins au niveau, ça reste surtout les week-ends, Bien sûr. mais autrement la semaine, ça va, c'est bien. Bon, Là, on a aussi maintenant un lunch le midi, qui est hyper intéressant parce que là, on n'avait pas ça, par exemple, à Boonister. Le midi, c'était très calme. d'accord. Et le lunch permet d'accueillir d'autres personnes, des hommes d'affaires, etc. Et ça, c'est Je vais vivre aussi l'expérience. ben, qui veulent vivre une expérience moins longue parce qu'ils sont pris par le temps. Mmh. Et on essaye quand même de leur faire, de se dire à la fin du repas, je vais revenir avec ma femme. Absolument. Mais en tout cas, je pense que c'est une belle occasion pour tous nos amis de réserver leur table, de se faire une idée par eux-mêmes. Ouais. Je te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise avec Selim. Et je rappelle à tout le monde qu'en fait, évidemment, la restauration au Luxembourg, c'est très important. On a une place financière, on a besoin de lieux pour célébrer, pour apprendre à se connaître, aussi pour inviter les personnes qu'on aime. Et donc, on doit aussi soutenir dans ces moments difficiles avec l'augmentation de l'énergie, des index et que sais-je, les entrepreneurs comme toi. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Ben, je te remercie. On a besoin de diversité aussi, de beaucoup de diversité Absolument. pour avoir vraiment quelque chose qui soit cohérent. À très bientôt. Merci Merci beaucoup.